Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de la série d'entrevues pour la conférence du CSPC. Je m'appelle Claire Le Tanner, je suis directrice de l'innovation et des partenariats stratégiques pour Ulysse Biotechnologies, mais aujourd'hui je suis là en tant que bénévole pour le CPSC. J'ai le plaisir d'être accompagnée du député Maxime Blanchette-Jonca, qui est député fédéral de Rimouski, la Matapédia, incluant la Métis, les Basques et la Négette. Ça fait une longue liste. Très long. Vous êtes aussi le vice-président du comité permanent de la science et de la recherche. Vous êtes porte-parole en matière d'innovation et de science. Ces deux sujets vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui. Et porte-parole en matière de jeunesse. Exact. Tout d'abord, au nom du CPSC, je voudrais vous remercier d'être un membre actif de la communauté et de nous accorder ce temps aujourd'hui. Ça me fait grandement plaisir. Merci à vous de l'invitation. Merci. Commençons avec le sujet qui va être un peu le fil rouge de notre discussion d'aujourd'hui, le budget fédéral. Il a été publié il y a quelques jours maintenant, le 4 novembre dernier. Il a été discuté et puis voté il y a encore quelques jours. Votre regard après cette lecture-là, oui. Qu'est-ce que vous en pensez et surtout quels sont les leviers stratégiques que vous voyez qui ont été mis en place pour soutenir la recherche et l'innovation canadienne? Oui, bien, il y a beaucoup de choses à dire. Première des choses, évidemment, on avait des attentes. C'est légitime. On sortait quand même d'une période qu'on n'avait pas eu de budget depuis près de 20 mois. Ça, c'est assez rare dans l'histoire. On comprend, il y a eu des changements, notamment de premier ministre, il y a eu les élections en avril dernier, mais quand même, là, 18 mois sans attente, donc ça, c'est pas possible, premièrement, d'avoir des nouvelles politiques budgétaires, mais tout ça pour dire que le budget 2024 avait quand même une bonne lancée, ou un bon rattrapage, on peut dire, notamment quand on parle des investissements en recherche, donc en innovation. Force est de constater que là, le contexte a beaucoup changé depuis le dernier budget de 2024 et le dernier budget maintenant donc de 2025. Donc, oui, le contexte géopolitique a beaucoup changé et ce que je me désole, c'est que malgré ça, c'est qu'on dit une chose, mais on fait son contraire. Et là, je vais être plus précis, bien sûr, factuel dans les données, c'est que évidemment, comme moi, comme beaucoup de personnes, notamment des gens de la communauté scientifique, on s'attendait à avoir un déficit record. Le gouvernement l'avait quand même laissé percevoir à travers différentes communications. Et là, c'est comme si on avait gonflé la balloune tellement grosse et que là, on ne souhaitait pas qu'elle éclate. Mais on le fait dégonfler tranquillement. Donc, tout ça, ce que je veux dire, c'est que dans le dernier budget, malheureusement, on ne renforce pas nécessairement la science et la recherche. Pourquoi? Parce qu'on a une coupure dans les organismes subventionnaires qui sont les principaux organes du gouvernement pour notamment soutenir la recherche fondamentale particulièrement et voire même, on n'a pas aussi d'augmentation pour les bourses, donc d'études pour les étudiants qui font de la science, qui font de la recherche, qui développent l'innovation et voire même on n'a pas d'indexation. Alors, le plan de match du gouvernement, il était assez clair. Là. Ça, c'est pour l'ensemble des ministères, donc incluant celui qui inclut les politiques scientifiques. On nous avait dit de préparer des coupures de 15 % sur une période de 3 ans. Alors, je pense que là, les gens s'étaient fait cette idée-là. Et là, ce qu'on a vu dernièrement, le 4 novembre dernier, c'est une coupure de 2 %. Moi, j'entends beaucoup d'échos. Les gens me disent, c'est pas si mal. Pour moi, c'est inacceptable. Parce que quand on recule, les autres avancent. Et on ne peut pas dire ce que le gouvernement prétend faire actuellement, vouloir être un chef de file mondial de l'innovation. Écoutez, je vais être le premier, moi, à supporter ces genres d'initiatives ou à encourager ça. Mais, vous savez, quand on veut prospérer, il faut investir. Et là, c'est pas ce qu'on fait. Et on aura certainement l'occasion d'expliquer un peu plus en détail, mais il y a des messages très contradictoires, là. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la relève scientifique, les gens dans l'écosystème que je fréquente depuis maintenant quand même les 4 dernières années. J'ai le privilège d'être le vice-président dans ce comité-là de la science et de la recherche depuis 2021, donc depuis sa création. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, dans les dernières années, on me disait « le statu quo est intenable et les réductions sont inacceptables ». Alors là, aujourd'hui, on arrive devant un budget qui a une coupure. Elle a beau être de 2 %, elle aurait pu être de 4, 6, 8. Une coupure est une régression. On connaît les autres pays sur la planète. La recherche, elle est mondiale, donc elle est très compétitive. Donc, les États-Unis, malgré tout le contexte qui se passe, là, je me permets quand même de nuancer. Je sais qu'elle est attaquée de front et elle est même remise en doute. Ça, c'est pas bon. Mais d'autres pays sur la planète continuent d'investir, pendant que nous, on réduit les coûts. Et je fais même le parallèle suivant, c'est que
on a des investissements qui semblent positifs, mais qu'à mon avis, envoient quand même un message très contradictoire. Et là, je me permets d'évoquer la chose suivante. Donc, on a investi des sommes de 1,7 milliard de dollars pour les prochaines années pour tenter d'attirer des chercheurs étrangers, donc des talents, on peut dire, d'expertise mondiale. Ben, ça peut être intéressant là, sur papier quand on regarde ça. Mais quand on voit qu'on coupe le soutien à la recherche pour les gens qui sont ici déjà sur le sol québécois, canadien, ça envoie un drôle de signal. Parce que moi, pour avoir étudié l'écosystème dans les dernières années, on sait que les conditions de nos chercheurs, dans lesquelles ils évoluent, que ce soit dans la qualité des infrastructures, dans les laboratoires, dans les conditions qu'ils ont pour prospérer, pour se développer ici même dans l'écosystème, c'est très difficile. Alors, je trouve que ça démontre un peu une vision que on veut essayer d'avoir une communication positive en attirant des chercheurs qui ont des noms de prestige, quand en réalité, les gens ici qui ont beaucoup de potentiel sont laissés dans des conditions très difficiles. Alors, je trouve que ça fait comme deux classes de chercheurs. Ça, c'est mon analyse. Et ça, on ne peut pas se permettre ça. Je pense qu'on doit davantage soutenir les gens qui sont ici sur le sol canadien et québécois. Et si on a ensuite de l'espace, disons, dans le budget, bien, d'accord. Mais avec ce que j'ai analysé dans les dernières années, je ne crois pas qu'on pouvait se permettre de créer ces deux classes de chercheurs-là. Et je ne crois pas qu'on pouvait se permettre également de mettre à mal notre système de recherche, qu'il faut le dire, là, est quand même sous-financé. On l'a vu dans les dernières années, et je fais une parenthèse, entre début des années 2000 jusqu'en 2020, Canada était le seul pays du G7 à avoir réduit ses investissements en recherche et développement. Donc, vous comprenez, ça envoie un message assez drôle des gens qui sont ici. Je pense que pour avoir discuté avec plusieurs personnes, il y a un inconfort. Et ces sommes-là que j'expliquais notamment pour le 1,7 milliard, certaines personnes semblent dire ben, ces sommes peut-être n'auraient pas été distribuées à la science ou à la recherche, mais en même temps, est-ce qu'ils sont distribués aux bons endroits ou aux bonnes personnes? C'est vraiment ça le parallèle que je peux faire. Et bien sûr, bon, je pourrais parler longuement du budget. Il y a quand même d'autres choses qui semblent positives. Il y a la création notamment de Borealis. Hein. Je pense que c'est une nouvelle structure. Je ne sais pas à quoi ça va servir. On ne connaît pas l'ensemble des détails, là, mais on veut vraiment, je pense, orienter la recherche vers des secteurs spécifiques, notamment la défense nationale, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais ce que moi, je déplore, c'est que pour moi, la science, là, ce n'est pas un outil, un instrument qu'on utilise seulement pour bien paraître ou quand ça fait notre affaire, ou encore pour répondre à un contexte géopolitique comme on connaît actuellement. On le sait, on a des pressions très fortes, que ce soit des Américains, que ce soit d'autres pays, des membres de l'OTAN notamment, pour respecter nos engagements militaires à la hauteur de 2 %. Mais, encore une fois, je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus à moyen et long terme, ce que le Canada ne semble pas réussir à incarner dans ses politiques scientifiques. Donc là, on est en train un peu de déstructurer tous nos systèmes de recherche, nos organisations. Ça fait la file ici à Ottawa pour tenter d'aller chercher un peu un billet de loterie, puis espérer avoir du financement pour répondre à ces besoins spécifiques que le gouvernement a mis sur la table. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, bien, je pense qu'on passe à côté de quelque chose de fondamental qui est la recherche, qui est la science. Pourquoi on fait de la recherche? Et à mon avis, oui, ça peut être en partie pour ce que le gouvernement veut faire actuellement, mais il y a un équilibre qu'on doit faire. L'équilibre sociétal, que je dirais, que moi, je ne retrouve pas dans ce budget-là. Et plus que jamais, on revoit vraiment la raison de faire de la science. Et moi, je trouve ça inquiétant. Justement, vous avez parlé de besoins spécifiques. Il y a un an, presque jour pour jour, nous étions ici à la même place pour pouvoir parler d'un certain déséquilibre qui est celui de la science en français par rapport à la science dans d'autres langues, notamment la langue anglaise. Ouais. Dans ce budget, dites-moi, quelle est votre lecture de la place de la science en français dans ce nouveau budget fédéral? Ouais, je pense que vous savez, mon rire veut dire beaucoup de choses, là, quand même. C'est un rire jaune, évidemment. Je déplore la situation avec le dernier budget. J'ai toujours tenté de me positionner comme un allié, notamment de la science libre, mais de la science en français. Je suis un Québécois, je suis un francophone, mais il y a un contexte très difficile présentement au Canada, malgré le fait que nous avons 2 langues officielles, de pouvoir prospérer, ou voire même espérer de faire de la recherche en français. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me toucher.
parce qu'évidemment, je suis confronté à ça. Je l'ai vécu à titre de francophone, pas nécessairement dans le monde de la science et de la recherche, mais dans d'autres sphères, qu'il y a une inéquité. Et malheureusement, cette inéquité-là, elle est provoquée par différents facteurs, sans rentrer dans l'ensemble des détails, mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà documenté. Notamment, je salue l'ensemble du travail des gens de l'ACFAS, que je collabore au quotidien avec eux. Mais l'ACFAS, pour citer leurs propos, ont dénoncé évidemment le dernier budget fédéral 2025 en disant qu'ils n'avaient absolument rien pour soutenir ou renforcer la recherche en français. Et cette recherche-là en français, elle décline au Canada. Donc, il n'y a pas de dévolution, là. Et même moi, j'ai employé des mots très forts que je me permets de répéter aujourd'hui. La science en français, au Québec et au Canada, elle se dirige vers l'agonie. Et pour moi, c'est inquiétant. Parce que oui, je comprends bien sûr le contexte. Je nuance toujours. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens de la communauté scientifique. Mais bon, Maxime, quand on est dans certaines disciplines, on n'a pas le choix de produire dans telle langue. Je comprends tout ça. Mais il faut toujours aussi encore se poser la question. Pour qui on fait de la recherche et à qui on veut s'adresser? Quand on parle dans des objets de recherche qui touchent certaines communautés, et même je vais plus loin que ça, il faut savoir, est-ce que les gens qui soutiennent, qui financent la recherche, peuvent y avoir accès ensuite? Ça aussi, c'est toujours l'équilibre. Mais je comprends le contexte toujours du système dans lequel on doit publier, s'assurer d'être dans des magazines pour prospérer, avoir notamment une chance de réussite et avoir un impact de rayonnement pour poursuivre sa carrière et ensuite faire d'autres avancées de connaissances. Mais force est de dire que, hormis la place d'un groupe consultatif externe qui a été créé, je dirais, sur la création et la diffusion d'informations scientifiques en français, ça vient notamment d'une initiative de ma part au Comité de la science et de la recherche pour faire, disons, la lumière sur quelque chose que c'était un peu tabou, là. La science en français, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Mais moi, ça m'inquiétait beaucoup. Et là, quand on a fait l'étude, 2021-2022, on a fait un énorme travail, exceptionnel. Puis je remercie encore aujourd'hui, en 2025, là, ce rapport-là a de l'impact. Et il a permis notamment à forcer le gouvernement à créer, notamment, un groupe consultatif qui a été financier, mais c'est pas assez. Donc là, on n'est plus aussi dans les consultations, on n'est plus dans les réflexions, on est dans les actions. Et moi, je peux vous dire qu'effectivement, le recul du français au Québec, au Canada, dans la science, c'est très inquiétant. Puis je dis même à certaines personnes, vous savez, on voit beaucoup dans les médias, dans tel restaurant, dans tel magasin, je ne peux pas être servi en français. C'est inquiétant. Mais dans la science, là, c'est fortement préoccupant parce que la science en français n'existe même pas dans certaines sphères. Alors, encore une fois, je me permets de nuancer. Moi, je souhaite que dans les laboratoires, on puisse avoir l'utilisation de la langue française entre certains collègues, notamment au Québec. Aussi, il faut penser que si on ne fait plus de science en français, comment on produit le matériel pédagogique associé à ça? Ça, c'est une autre inquiétude légitime que j'ai. Quand on veut enseigner aux gens dans une langue, mais on n'a plus les matériels de référence, parce que nos derniers outils de référence sont des publications de langue anglaise. Ben là, on dénature complètement le processus d'enseignement. Alors, je dirais, sans trop s'éterniser là-dessus, malgré que c'est un sujet très sensible qui me préoccupe beaucoup, malheureusement, il n'y a rien pour la science en français dans ce budget-là. Puis je vous dirais même, c'est relié, là. Il n'y a rien pour la francophonie hors Québec, qui est pourtant aussi attaquée dans le terme, dans plusieurs sphères, là, que ce soit du monde de l'éducation, ou de la santé, ou etc. C'est le rôle du gouvernement fédéral, notamment de soutenir ces communautés-là en situation minoritaire. Donc, malgré un investissement dit record là, dans le dernier budget pour le gouvernement, il faut le dire, un déficit de 78 milliards de dollars, mais là-dessus, le gouvernement se targue de dire qu'il y a des investissements à la hauteur de 45 milliards, mais bon, sans rentrer dans la comptabilité financière, mais je pense qu'on passe à côté de quelque chose de très important. Donc, on a les données, on a documenté la situation, on connaît les actions nécessaires, mais présentement, ça ne semble pas être la priorité du gouvernement. Moi, je vais poursuivre mon travail, évidemment, pour sensibiliser le maximum d'acteurs au sein du gouvernement, les gens dans la communauté scientifique. On a donc, ce que je souhaiterais qu'ils puissent retenir, c'est qu'il y a urgence d'agir. Nous avons réussi à faire des gains dans le passé, très, très récents, mais il faut poursuivre pour faire ces gains-là dans un futur très rapproché.
Vous avez parlé de mise en action et la communauté scientifique a subi des actions, pas que des bonnes. Oui. On pense, vous avez justement cité tout à l'heure les États-Unis, donc tout un revirement, disons, de positionnement en remettant en question certaines connaissances déjà établies ou encore des critères de sélection comme l'équité, la diversité, l'inclusion qui ont été remis en question, ce qui a résulté d'une certaine fragilisation de la communauté en général. Selon vous, quels sont les principaux défis que la gouvernance justement fédérale pourrait relever dans les prochaines années pour pouvoir soutenir la recherche et l'innovation? Oui. Et à titre un peu plus personnel, quel est votre rapport, vous, au conseil scientifique? Est-ce que vous allez justement chercher l'aide de certains scientifiques pour éclairer vos raisonnements dans votre quotidien? Oui. Mais vous savez, c'est des questions assez profondes et je me permets quand même, bien sûr, d'insister avec la chose suivante, là. Actuellement, la science, elle est remise en question. Elle est attaquée de front. Pas à l'autre bout de la planète, là, ici même sur le continent, donc en Amérique du Nord. Donc le dialogue entre la science et le politique a été bouleversé. On peut le dire, depuis l'élection du président Trump. Certaines personnes ont des idéologies parfois différentes. Certaines personnes tentent d'instrumentaliser la science à des fins politiques. Et ça, c'est dangereux. Et moi, ça m'inquiète profondément en tant que décideur public. Et c'est pour ça qu'il faut être de plus en plus vigilant. Et moi, je dirais, à cause de l'intrusion notamment là, de certaines idéologies dans la recherche de la science, les décideurs sont de plus en plus méfiants, mais les scientifiques aussi sont de plus en plus méfiants. Alors, on se contamine entre les deux, parce que, vous savez, entre chercheurs ou politiciens élus, ça reste des humains, avec des biais, des idéologies, des opinions. Alors ça, c'est inquiétant. Et pourtant, normalement, la science, ça devrait être un lieu de rencontre où est-ce que nous pouvons avoir un certain dialogue, mais aussi nous pouvons analyser certaines remises en question, certains doutes, de valider dans le processus scientifique. Donc, on peut se le dire, c'est quand même pas quelque chose de nouveau, mais dans un contexte où est-ce que les frictions mondiales sont de plus en plus fortes. Donc, c'est une situation qui existait auparavant, mais qui a été dupliquée, je vous dirais, avec une application aussi de cette idéologie-là qui pousse là, avec un vent très, très fort. Donc, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, comme je le disais un peu auparavant, puis je le vois malheureusement dans ce budget fédéral-là, et je suis prêt à dire aussi qu'il peut y avoir certaines bonnes nouvelles. C'est pas tout du négatif, là. Il y a des choses, mais on concentre vraiment dans certains secteurs, dans des budgets, là, l'intelligence artificielle, la défense nationale, des trucs comme ça, mais on ne réduit pas la science à un outil économique ou stratégique. Et moi, dans ce budget-là, je remarque que c'est beaucoup ce qu'on fait. Alors, je pense que la science, pour moi, c'est un bien public. C'est un espace de rigueur, de liberté qui ne doit jamais, et j'insiste, jamais être subordonné aux impératifs du moment. Je pense que je ne peux pas être plus clair que ça, là. Donc, pour moi, quand la science est contestée, dénigrée, parfois attaquée, je le redis, ça mine la confiance. Ça mine la confiance du public, ça mine la confiance des chercheurs envers les faits, envers la méthode scientifique. Donc, pour moi, une société qui néglige sa recherche, elle renonce également à se comprendre elle-même. Donc, la phrase philosophique que j'ai dit dans un discours, puis je me permets de vous partager, c'est que c'est quand on cesse de se poser des questions qu'on arrête d'avancer. J'aimerais que les gens puissent comprendre ça. Et moi, c'est un message que je propage, autant à travers les élus, mais au sein des gens que je côtoie à chaque jour, mais même également dans la population que je représente fièrement et indignement. Cultiver l'art de l'esprit critique, de la question. Et puis, on nous l'a répété plusieurs fois aussi, ça a été un mot quand même d'ordre pendant la conférence qui a été la collaboration. Mm-hmm. Donc, ce genre de choses, ce lien-là est quand même très important. Merci beaucoup. Oui. Je finirai peut-être... Oui, un petit truc pour rebondir. Vous savez, c'est une énorme question pour moi que vous m'avez posée concernant la place de la science dans le contexte actuel, là. Vous savez, pour pousser ma réflexion, quand j'ai dit d'arrêter de poser des questions, on arrête d'avancer, il faut comprendre que si nous, on ne se pose pas des questions, d'autres s'en posent. Donc, ça veut dire qu'il y a des décideurs ou des gens, peu importe leurs intentions, qui vont prendre des décisions à notre place. D'accord? Et ça ne reflète pas toujours nos réalités, nos intérêts et nos priorités. Donc, vous savez, depuis un an, là, on a entendu beaucoup le mot souveraineté. Ici au Canada, la souveraineté territoriale, la souveraineté économique, notamment avec le conflit avec les États-Unis concernant les tarifs douaniers. Donc, on parle de souveraineté territoriale, économique, des chaînes d'approvisionnement, mais ce qu'on parle très peu, c'est de la souveraineté scientifique.
Et moi, il y a une chose que je trouve très importante en tant qu'élu, c'est que la souveraineté scientifique, là, c'est pas juste un slogan ou un beau mot. C'est la capacité de comprendre, d'anticiper, d'innover, mais aussi d'agir selon nos intérêts. Et aussi, sans une capacité de recherche, notamment forte, qui est enracinée ici, bien, on n'a pas vraiment de souveraineté réelle. Donc, un pays qui est dépendant des découvertes de d'autres pays ou des infrastructures ne va jamais décider par lui-même. Et le meilleur exemple que j'aimerais vous donner pour conclure dans ce sujet-là, c'est que le Canada a été le seul pays du G7 pendant la pandémie de la COVID-19 à être incapable de produire son propre vaccin contre la COVID-19. Moi, ça me trouble encore aujourd'hui. Et je crois que ce n'est pas à cause qu'on n'a pas de potentiel, hein, vous comprenez? On en a du potentiel, mais ça prenait des investissements en amont. Et je dois dire que peut-être qu'il y a des gens qui sont morts malheureusement à cause de cette incapacité-là. Et ensuite, on a dû acheter des vaccins en urgence. Et je pense que, bon, je ne connais pas le montant, évidemment, et je ne le conteste pas, mais peut-être que ça serait, en tant que décideur public, là, gestionnaire des fonds publics, peut-être que ça aurait été moins élevé que d'investir en amont réellement dans nos chaînes d'approvisionnement et notamment dans notre recherche. Donc, il y a cette réflexion-là que j'aimerais apporter aux gens. Merci. J'aimerais terminer avec la question signature de la série d'entrevues qui est « Quel regard portez-vous par rapport à l'année dernière ?» On peut avoir une mise à jour. Quel regard portez-vous sur la contribution du CPSC en tant que mobilisateur de connaissances, en tant que lieu de rencontre et d'incubateur de talents, notamment pour les politiques liées à la science et à l'innovation? Oui, très important. Félicitations, l'ensemble des gens de la communauté qui participent bien sûr aux événements au centre politique scientifique, mais aussi aux bénévoles, aux administrateurs, tous les gens qui consacrent leur quotidien à faire ce lieu de rencontre, d'échange, de dialogue, mais aussi ce lieu de réflexion qui nous amène à avancer tout le monde ensemble. Vous savez, moi, je trouve que c'est des gens qui démontrent une volonté d'engagement dans la communauté. Évidemment, j'ai assisté à quelque chose d'assez unique hier. J'étais présent au gala, la remise du scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, que je salue par ailleurs et que j'ai eu l'occasion et le privilège de souligner son parcours et voir sa carrière exceptionnelle dans le monde de la recherche et de la science et voir l'innovation. Il a consacré une partie de sa vie à ça. Alors moi, je vous dirais, c'est important que les gens croient Scientifique canadienne et qu'ils comprennent également toute l'importance que ça peut avoir. Moi, je le vis en tant qu'élu, évidemment. Et c'est un espace également, justement, pour se retrouver entre la communauté scientifique, entre les gens qui gravitent autour de ça, mais également, on est à quelques pieds ici du Parlement. Il faut avoir ce dialogue-là entre élus, et c'est comme ça, je pense, que quand on est capable de se comprendre, de dialoguer, qu'on est capable de faire de grandes choses ensemble, et pour ça, ça prend ce lieu de rencontre, et ça passe ici avec l'événement à laquelle on assiste actuellement sur le Centre des politiques scientifiques canadiennes. Merci beaucoup. Merci à vous.